décider. Les militaires qui assurent actuellement l'intérim du pouvoir. Les spécialistes du monde arabe évoquent une probable onde de choc. Après la Tunisie et l'Égypte, d'autres pays pourraient être touchés. Le dénominateur commun, une jeunesse avide de liberté face à un régime imposé, quelquefois depuis plus de 30 ans. Et puis en Syrie, des manifestations contre le régime se sont soldées hier par la mort d'au moins 4 personnes. Et aujourd'hui, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes lors des funérailles de deux manifestants. En 2011, à la suite ce qu'il faut appeler un fait divers en Tunisie, un tout petit incident, la mort d'un homme certes, mais un tout petit incident, se déclenche par vagues successives et extrêmement rapides, un mouvement révolutionnaire qui saisit pratiquement tout le monde arabe. Bachar al-Assad se croyait à l'abri des révolutions arabes. Mais depuis le mois de mars, le peuple syrien est dans la rue. Une révolution réprimée dans le sang qui marquera peut-être le crépuscule du clan des lions al-Assad. En Syrie, après le printemps arabe de 2011, une révolte populaire contre la dictature de Bachar el-Assad, il y a une répression terrible qui va s'installer, qui va s'engager, qui va déclencher un conflit qui sera la guerre de Syrie et qui sera aussi une guerre civile. La répression est d'une violence absolument incroyable. Enfin, il fait tirer dans les foules. Il fait tout simplement tirer dans les foules. Ce que Moubarak n'a pas fait. Ce que Ben Ali n'a pas fait. Ce qui ne s'est fait dans aucun des autres pays arabes. C'est une politique de la terreur. On bombarde les hôpitaux, on bombarde les quartiers civils, mais les hôpitaux surtout. On bombarde systématiquement les hôpitaux. Et puis naturellement, on bombarde des jours et des jours et des nuits non-stop, non-stop. Alep, qu'il faut récupérer. Dès ce moment-là, le gouvernement de François Hollande, le mouvement que je dirige, se prononce en faveur de négociations politiques, en faveur d'une solution politique dans tous ces pays, en particulier en Syrie. J'ai pris la décision de reconnaître la coalition comme la représentante légitime du peuple syrien. Et j'ai même ajouté une conséquence, c'est qu'il y aura un ambassadeur de la Syrie en France qui sera désigné par le président de la coalition. Et bon, il y avait une concertation, une ébullition dans les capitales. On a Hollande en France, on a Madame Merkel en Allemagne, on a Obama aux États-Unis. C'est pas des barbares, c'est des gens qui ont un cœur. On peut les aimer politiquement ou pas, mais ce sont des gens qui ont un cœur, évidemment. Et donc, il y avait cette ébullition. Et il y avait une pression sur Obama. Parce que les Européens, même pas la France, ne pouvaient faire quoi que ce soit de réel sans un appui logistique des États-Unis. Vous savez, au début, le président Obama ne voulait pas soutenir concrètement l'opposition. Parce que pour lui, ça menait à quoi? N'oublions pas qu'il était élu en partie en s'opposant à la guerre en Irak, c'est-à-dire en s'opposant au changement de régime au Moyen-Orient, aux interventions militaires américaines, et donc il ne voulait pas participer à cette guerre. Donc il a hésité, mais après les massacres du régime, il est devenu impossible
de ne pas exiger le départ d'Assad. Et une fois qu'on avait demandé le départ d'Assad, il y avait des conseillers, le secrétaire d'État, le chef du CIA, etc., qui lui conseillaient de fournir des armes à l'opposition, mais Obama ne voulait pas. Parce que pour lui, c'était l'engrenage. On commence à soutenir l'opposition et après, on va nous demander d'intervenir militairement. Et il ne voulait pas. A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. Comme on est sur l'optique d'une solution politique, on en dresse des avertissements. Et effectivement, Barack Obama trouve cette formule qui correspond à l'état d'esprit de la France aussi, de la Grande-Bretagne, des Européens, de l'Allemagne aussi. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et la ligne rouge, c'est l'utilisation des armes chimiques. On savait très bien que Bachar el-Assad avait des dépôts très importants d'armes extrêmement dangereuses, parmi les plus dangereuses au monde, dans ce domaine-là, et la ligne rouge, c'était ne touchez pas à ça. Le concept de ligne rouge, c'est un concept très classique en diplomatie. Ça consiste tout simplement à dire « n'allez pas plus loin, sinon il va se passer telle ou telle chose ». En 2011-2012, les États-Unis improvisent une ligne rouge sur l'usage de l'arme chimique syrienne. Tout au long de l'année 2013, il y avait des cas soupçonnés d'armes chimiques. Est-ce que c'était vraiment le régime qui l'a fait? Est-ce que c'était vraiment l'arme chimique? C'était sans doute des armes chimiques, mais on ne savait pas vraiment, parce qu'on n'avait pas des inspecteurs sur le terrain, on n'avait pas de militaires. Donc on soupçonnait, mais n'oublions pas que les États-Unis, déjà dans la guerre d'Irak, soupçonnaient la présence d'armes de destruction massive, et nos experts de renseignement s'étaient trompés et on avait tort. Secretary of State Powell will present information and intelligence about Iraq's illegal weapons programs, its attempts to hide those weapons from inspectors, and its links to terrorist groups. Evidence from intelligence sources, secret communications, and statements by military custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. If Saddam Hussein does not fully disarm for the safety of our people and for the peace of the world, we will lead a coalition to disarm him. Il y a un pays en Europe, un pays important en Europe, qui est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui va suivre George Bush, avec son Premier ministre Tony Blair, qui va faire une erreur majeure, et dont on va voir les conséquences plus tard, et qui monte à la tribune de la Chambre des communes et qui dit « Nous avons les preuves de l'existence de destruction massive ». Comme le ministre des Affaires étrangères américain, nous avons les preuves quand il s'exprime à la tribune du Conseil de sécurité de ces armes de destruction massive. Et en fait, on va s'en percevoir que ces armes n'existent pas. Le régime est assez astucieux, c'est-à-dire que pendant tout un temps, il va jouer avec la ligne rouge. Alors jouer avec la ligne rouge, c'est notamment ne pas utiliser franchement et directement des produits chimiques militaires dûment constitués, mais de mélanger à des explosifs classiques, notamment dans les barils qui sont balancés par les hélicoptères, des produits primaires chimiques mélangés à de l'explosif. Ça a l'avantage de polluer des zones, de provoquer, c'est pas nécessairement létal, mais ça permet de neutraliser, de créer une terreur, une peur d'être dans une certaine zone. C'est assez documenté par des ONG, par des journalistes à l'époque sur le fait que les enfants, les femmes pleurent, ont des irritations de peau, etc. Et donc il y a suspicion d'utilisation d'armes chimiques, mais artisanales, entre guillemets. C'est l'une des attaques les plus violentes perpétrées par les troupes de Bachar el-Assad depuis le début de la guerre civile. Elle aurait fait 1300 morts. Des corps par dizaines, alignés au sol.
un linceul blanc pour les couvrir. Ces images auraient été tournées à Douma, au nord-est de la capitale. Impossible de le vérifier, impossible de savoir à quoi ils ont succombé. Nous avons choisi de ne pas diffuser toutes les images qui nous parviennent. Certaines sont insoutenables, la plupart invérifiables. Celles-ci ont été tournées par un vidéaste amateur devant, semble-t-il, un hôpital de la banlieue de Damas. L'utilisation d'armes chimiques en août 2013 était différente des cas précédents, dans le sens qu'il était clair que c'était le régime et que c'était d'une grande envergure, c'est-à-dire que ça a tué plus de 1000 personnes, dont plus de 400 enfants. On se souvient qu'il y a exactement un an, Juliane, le 21 août 2012, eh bien, Barack Obama avait expliqué que la ligne rouge à ne pas franchir, c'était précisément l'utilisation de ces armes chimiques. Alors encore faut-il pouvoir la prouver. C'est pour cela eh bien, que l'ONU va probablement pouvoir demander ce soir que ces experts qui sont sur place et arrivés à Damas dimanche dernier eh bien, puissent avoir accès aux témoins, aux lieux, afin de pouvoir vérifier ou pas l'utilisation de ces armes chimiques. Et c'était une attaque dans une partie de Damas qui était contrôlée par l'opposition. Et donc, il y avait... la motivation était claire. Et donc, en rassemblant toutes ces données, il était très clair que c'était des armes chimiques et c'était le régime qui était responsable. What we've seen in Syria are appalling scenes of death and suffering because of the use of chemical weapons by the Assad regime. And I don't believe we can let that stand. Tout porte à croire que c'est le régime qui a commis cet acte abject. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, les Russes disent « mais ça ne vient pas du régime, ça vient des opposants ». L'histoire qui s'est déroulée le 21 août, selon nos analyses, était fabriquée de toutes pièces. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'enquêter. Alors, enquêter de façon officielle par les Nations Unies, c'est ce qui va se faire, mais ça demandera un peu de temps. Mais aussi les services de renseignement, que ce soit les services de renseignement français ou américains, qui vont très vite recueillir les preuves qu'il y a bien eu des massacres avec les armes chimiques utilisées par le régime de Bachar el-Assad et ses militaires. Rapidement, dans les dialogues qu'on peut avoir au niveau international, et la France est un des rares pays occidentaux à avoir des moyens d'appréciation complètement autonomes. Et ça, je le souligne, donc on n'est pas dépendant sur ces moyens d'appréciation simplement de renseignements américains. Eh bien, on s'aperçoit que Bachar el-Assad, et c'est confirmé, a utilisé des armes chimiques contre sa population. Le responsable de cet usage odieux d'armes chimiques en Syrie ne fait aucun doute. Le régime syrien. L'histoire nous jugera tous. Si nous détournons les yeux sur les agissements d'un dictateur qui utilise des armes de destruction massive, malgré les avertissements, ça, nous devons le savoir. Et là, Obama est dos au mur. Il est le président des États-Unis, il a dit, si j'interviens. Donc il doit intervenir. Et il doit tellement intervenir que l'intervention se prépare, franco-américaine. Et très vite, on va se concerter avec les Américains, les Britanniques, les Européens, mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 pays qui sont prêts à prendre une mesure de rétorsion, d'avertissement. Pourquoi ces 3 pays? Je crois qu'il y a un consensus plus large, mais la France, les États-Unis et le Royaume-Uni sont 3 pays qui ont la possibilité, parce qu'il faut le faire vite, ce sont 3 pays qui ont la possibilité de réagir vite politiquement et vite militairement, avec un spectre large de capacités militaires. Pourquoi politiquement? Parce que vous avez des pays en Europe qui doivent passer par tout un débat parlementaire avant d'engager des forces.
Et là, on n'a pas le temps, et ça serait même très contre-productif au niveau de l'effet de surprise et de la confidentialité qu'on veut garder. Alors, c'est intéressant de voir comment les Occidentaux cherchent à réagir, parce qu'ils n'ont pas de... Enfin, les 3 pays qui sont impliqués, les 3 grands, États-Unis, France, Grande-Bretagne, donc 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, n'ont pas de mandat de l'ONU, puisqu'évidemment, à l'ONU, les Russes et les Chinois bloquent toutes les résolutions. D'un point de vue russe, si chaque fois qu'une population rebelle contre ses autorités, si ça provoque une intervention occidentale de l'OTAN, les États-Unis, pour éliminer le régime, ça va jusqu'où? D'un point de vue russe. De notre point de vue, c'est une bonne chose, la démocratie, fin de dictature. D'un point de vue russe, c'est menaçant. Le choix des objectifs militaires doit être, à l'évidence, un choix politique, un choix diplomatique. Et donc, ce qui est fait, c'est de définir toute une série de cibles ayant un lien avec le chimique. Donc sont ciblés des sites de stockage dès lors qu'il n'y a pas de risque de propagation. Il ne s'agit pas en faisant exploser des obus chimiques de répandre des produits chimiques partout. Donc il y a des analyses qui sont faites là-dessus, des centres de commandement, des intérêts liés aux chefs militaires, notamment appartenant à la famille Bachar, qui sont dans la chaîne chimique. Donc tous ces objectifs sont analysés. Après, il y a un deuxième objectif, et qui est là beaucoup plus clair dans la tête des Français qu'il ne l'est dans la tête des Américains. Pour les Français, et à mon avis à juste titre, on est à un moment clé dans l'histoire de la guerre en Syrie. Et à ce moment-là, l'armée syrienne est en grande difficulté. Et on estime, à tort ou à raison, qu'envoyer un signal militaire fort mais limité vis-à-vis du régime pourrait conduire, in fine, à renforcer l'opposition et à affaiblir encore un peu plus le régime. Donc il ne s'agit pas du tout d'une opération de changement de régime, mais on espère qu'un bénéfice de cette opération pourrait être... On est quand même à un moment où il y a énormément de défections dans l'armée, où l'opposition armée est forte. Elle n'est pas encore djihadisée. Donc on espère, et ça c'est un peu l'objectif secondaire de l'opération, que ça aura un impact sur le cours de la guerre. Mais cet objectif-là, il est beaucoup plus français qu'américain. Donc il y a un effet qui se coule. Hein, on envoie un message politique très dur à Damas et à ses alliés. On l'affaiblit. On ne l'affaiblit pas militairement, encore qu'on va, à l'occasion de ces frappes, casser les chaînes chimiques. Donc ça enlève un avantage militaire à Bachar, mais on ne réduit pas son potentiel militaire. On ne frappe pas ses aérodromes, ses stocks de munitions, ses PC de commandement, etc. Donc ce n'est pas une entrée en guerre, c'est le premier effet. Deuxième effet, on soutient la rébellion. Ensuite, il y a une troisième raison. C'est tout simplement de dire, la ligne rouge a été franchie, il faut faire quelque chose parce que sinon notre réputation va en souffrir. Bachar el-Assad va penser que nous ne respectons pas nos engagements et donc il peut y aller. Et par contre, on a une surprise qui est une surprise politique. C'est qu'à ce moment-là, David Cameron, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, décide de demander au Parlement. Cameron avait assuré Obama qu'il réussirait, que oui, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Il pensait vraiment pouvoir, remporter, sinon facilement, en tout cas remporter ce vote à cause de la gravité même des faits. Enfin, cette attaque chimique, c'était quand même d'une telle gravité, les images étaient tellement insoutenables qu'il pensait vraiment que, malgré le précédent irakien, il n'aurait pas de difficulté à obtenir le soutien du Parlement. À Londres, les députés britanniques ont refusé que leur pays participe à des frappes contre la Syrie, infligeant un camouflet à David Cameron. J'étais même avec lui avec le président le jour où la Chambre britannique a voté, et il nous a posé la question aux conseillers. Alors, qu'est-ce que ça change, justement, exactement cette question? Est-ce que ça change notre approche? Et personne ne lui a conseillé d'arrêter. D'un point de vue opérationnel, on peut faire sans problème cette intervention, ces frappes en partenariat franco-américain.
Je crois que nous, on était prêts en tout cas, et les Américains en ont parfaitement les capacités. Assez rapidement, donc, il a décidé de le faire à partir de frappes aériennes. Et de frappes aériennes essentiellement tournées à partir de missiles de croisière. La France en a dans son arsenal. Donc les Britanniques en avaient et les Américains en ont. Les Américains décident d'utiliser leur marine, c'est-à-dire de tirer des missiles de croisière à partir de navires prépositionnés. Et nous, pour garder la grande confidentialité, on décide d'intervenir, mais à partir d'une base aérienne en France. Il y a des bases qui font décoller les avions radars, des bases qui vont faire décoller les tankers, et puis des bases qui sont pour les... on avait quelques Mirage 2000 en accompagnement, et puis essentiellement la mission a été faite par des Rafales. Et donc le 29, Obama dit organisons un Conseil national de sécurité pour demain, pour préparer la réponse, pour être sûr de ce qu'on va faire et comment, etc. Et même à la fin de cette réunion, Obama a dit merci beaucoup, c'est décidé, on va y aller. Et donc nous, qui avons participé à la réunion, après, c'est l'après-midi du 30 août, pensons que ça y est, demain, on va attaquer, on était d'accord avec la France. J'ai été informé dans la journée de samedi que le président de la République, François Hollande, avait convoqué un conseil de défense qui était envisagé, mais plus tôt que prévu, le samedi, en fin de journée. Donc je suis rentré à Paris et je me suis rendu à l'Élysée. J'étais un peu en avance pour la réunion du conseil de défense et François Hollande me dit « Je vais recevoir un appel téléphonique de Barack Obama. Si tu veux, viens assister à titre... évidemment confidentiel, à cet échange très important. Peut-être qu'il veut aller plus vite que prévu. Enfin, il était confiant. Donc nous, on était prêts. Tout était organisé avec l'état-major pour que l'intervention puisse être effective. Les pilotes sont aux avions. Le raid est déclenché. Et donc, au début de l'entretien, tout se passe bien, très aimable, très sympathique, cordial, etc. Et puis, petit à petit, on sent poindre quelque chose. Et là, il faut que je consulte le Congrès. I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Instead, our action would be designed to be limited in duration and scope. And that's why I've made a second decision. I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress. Qui veut consulter le Sénat. Mais comme le Sénat n'est pas encore en session, ce sont les vacances parlementaires, on est le 31 août, les frappes devaient avoir lieu le week-end, et il renvoie ça au plus tôt, au 9 septembre. Et on s'est regardé avec François Hollande. Une fois que la conversation a été terminée, on s'est rendu dans la salle du Conseil de défense. Et là, avant d'entrer, il me dit que faire tout seul. Là, on s'est senti un peu lâché, d'une certaine façon, dans une initiative qui faisait sens, qui était aussi ce message à la communauté internationale. Et donc, c'était l'application de la proclamation d'Obama sur la ligne rouge. Mais on ne pouvait pas le faire seul. Nous, les conseillers, étions surpris parce que, même à l'époque,
on n'estimait pas avoir le soutien du Congrès. D'abord, il reste un président qui, il le répète en permanence, n'a pas été élu pour commencer des guerres, mais pour terminer des guerres. Donc il est très réticent vis-à-vis de l'emploi de la force militaire, surtout au Moyen-Orient. Deuxièmement, il craint une escalade militaire, parce que l'idée de dire on va faire une frappe symbolique qui va secouer un peu le régime et réduire la menace, il n'y croit pas beaucoup. Il a raison de penser à ce qui peut se passer après, mais il ne veut pas être engagé dans une escalade militaire. Et lorsqu'il dit « j'ai décidé d'y aller et de consulter le Congrès », c'est une manière de dire « je suis à peu près certain que le Congrès ne donnera pas son aval », surtout que la Chambre des communes britannique vient de dire qu'elle s'opposait à l'intervention. Je ne dirais pas que c'est à cause de ce vote négatif qu'il n'y a pas eu d'intervention en Syrie, mais il est clair qu'Obama, qui était déjà très réticent à y aller, s'est appuyé sur ce vote pour dire « bon, mais si les Britanniques n'y vont pas, on va trouver une autre solution, on ne va pas y aller seul, on ne va pas y aller juste avec les Français. » C'est évidemment un prétexte. C'est d'abord parce que rien ne l'obligeait à consulter le Congrès. Alors bon, il pouvait avoir pensé que politiquement, il était obligé, mais institutionnellement, il ne l'était pas. Et jusque-là, il l'était d'autant moins qu'il avait prévenu son pays, le Congrès, publiquement, en disant ligne rouge. Donc s'il était intervenu, bah oui, il tenait parole. Bon. Et non, c'était un prétexte, évidemment, pour tuer l'opération. Les Français, évidemment, sont choqués. Les avions, comme on le sait, les avions sont déjà en train de rouler sur le tarmac. Le président Hollande avait été extrêmement affecté, de ce que j'ai pu en voir comme chef d'état-major, par cette utilisation d'armes chimiques, humainement. Vous voyez, c'est au-delà du droit et de la réponse politique, humainement. Et je crois, je l'ai mesuré par la suite, il a cru pendant longtemps que le président Obama n'avait jamais voulu y aller. Ce qui n'était pas notre perception à nous, parce que je peux assurer qu'avec les militaires américains, on avait soigné le détail et que ce n'était pas simplement pour faire du genre. Il y avait vraiment un ordre des Américains d'y aller. Et c'est juste dans les jours qui suivent qu'il devient de plus en plus clair que le Congrès ne va pas voter de lui donner l'autorisation. Et finalement, au bout de ce processus de désengagement, la France va se retrouver toute seule avec ses bombes sur les bras. Et à ce moment-là, compte tenu du fait que la portée politique de ces éventuelles frappes est complètement vidée de sens, la France se trouve dans la possibilité d'aller frapper toute seule le régime. Je ne pense pas que la Constitution des États-Unis soit un outil pensé par les pères fondateurs pour qu'un président des États-Unis échappe à sa responsabilité de chef de l'exécutif et de commandant en chef des forces armées. C'est aussi un consensus interne nécessaire, impératif, pour respecter la démocratie des États-Unis. Cette légitimité à intervenir, cette responsabilité de protéger, qui est au cœur de toute l'administration Obama depuis son entrée en fonction, héritière de 2 guerres qu'elle n'avait pas causées, cette responsabilité de protéger qui justifie l'arrêt des hostilités en Irak et la conclusion d'une guerre, ne peut justifier à son tour l'ouverture, alors que l'Afghanistan est toujours béante, l'ouverture d'un nouveau conflit qui ne serait pas multilatéral, qui ne serait pas consensuel, qui n'aurait pas la légitimité de la communauté internationale. Une intervention militaire en Syrie n'est plus à l'ordre du jour, du moins dans l'immédiat. C'est le message délivré ce matin par François Hollande, qui recevait le président de la coalition nationale syrienne. Tout doit être fait pour une solution politique. On était vraiment coincés, parce qu'à ce moment-là, les choix étaient de ne pas répondre, ce qui est assez dramatique, étant donné la ligne rouge et les alliés. Et ça permettrait à Assad d'utiliser encore une fois les armes chimiques, parce que pourquoi pas, si on ne va pas répondre, ou d'agir sans l'accord du Congrès, qui est aussi assez dramatique
ayant demandé l'accord. Donc on était vraiment coincés et c'était uniquement à ce moment-là. Et en fait, même des années plus tard, je ne sais pas ce qu'il allait, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, Obama, face à ces deux choix tellement difficiles. Mais on ne saura jamais, parce que c'est à ce moment-là, les Russes proposent de travailler ensemble pour éliminer les armes chimiques. La proposition surprise de la Russie hier, acceptée par la Syrie, a permis de desserrer momentanément l'étau. Le régime de Bachar al-Assad accepterait de se débarrasser de son arsenal chimique en toute transparence. Désormais, Moscou gère les affaires du monde avec Washington, fini les humiliations. L'accord signé à Genève avec les Américains sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien est présenté par la presse comme une victoire russe. Je remercie Poutine d'avoir évité les frappes. Pour moi, il mérite le prix Nobel de la paix. Alors, le plan russe, c'est une improvisation totale de la diplomatie russe qui, effectivement, va permettre à la fois à Barack Obama de sauver la face et à Vladimir Poutine d'apparaître comme quelqu'un qui essaye de régler des problèmes. À Saint-Pétersbourg, un journaliste demande à John Kerry est-ce qu'il y a une façon d'éviter la guerre? Qu'est-ce qui serait nécessaire pour éviter une attaque américaine? Et la réponse de Kerry, c'est oui, il y a une possibilité. Assad n'a qu'à accepter de donner, abandonner tous ses stocks d'armes chimiques. Et Kerry ajoute, pour souligner le fait que ce n'était pas vraiment une proposition, mais il ne va pas le faire, parce qu'il ne peut pas le faire. Donc c'était vraiment pas une proposition, parce qu'on était sceptiques. Les Russes entendent ça et ils se disent, bon, c'est pas une mauvaise idée d'éviter la guerre en travaillant avec les Syriens pour éliminer leurs armes chimiques. C'est là un enjeu considérable. Édifier, sur place, des ateliers robotisés pour détruire munitions et substances telles l'hypérite, le VX, le sarin. Les services de renseignement français estiment à 1000 tonnes les dépôts syriens qu'il faudrait garder 24 heures sur 24 pendant une dizaine d'années. Le délai avancé par certains spécialistes pour achever le démantèlement. La Russie et les États-Unis n'ignorent pas cette réalité. Pour neutraliser leur stock de 30 000 tonnes, les experts américains prévoyaient par exemple 15 ans. Il leur faudra finalement près d'un quart de siècle et 35 milliards de dollars pour y parvenir. On est un peu sceptique, mais en même temps, pourquoi pas? S'il y a une initiative diplomatique, effectivement, qui sera saluée par les Américains. Ça n'empêche pas Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, de dire que le régime de Bachar el-Assad a proféré dans son pays des crimes contre l'humanité. Donc il y a ce constat de la violence, de la brutalité de ce régime qu'il fait subir à son peuple. Donc nous ne faisons pas d'illusions, mais après tout, pourquoi pas essayer, à condition qu'on puisse vraiment contrôler, que les contrôleurs de l'IAC fassent vraiment leur travail partout sur le terrain. Et nous avons, par nos services de renseignement, un certain nombre d'indicateurs qui montrent que les Syriens jouent double jeu. Mais enfin, c'est difficile de se mettre en travers d'une initiative qui va apparemment dans le bon sens. C'est une entourloupe. Il s'agit, pour la Russie, d'inciter la Syrie à signer la convention d'interdiction des armes chimiques et donc à se débarrasser volontairement de son arsenal chimique. C'est une entourloupe, pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne règle pas le problème de ce qui a été fait. C'est un pays qui, en disant ne pas avoir d'armes chimiques, vient les utiliser sur sa population civile. Et puis surtout, comme les Russes le savent très bien, ça n'est pas quelque chose qui va aboutir à la destruction de l'arsenal chimique syrien. La Syrie va déclarer un certain nombre de stocks, en cacher d'autres, et donc c'est un peu la pire des situations, même si ça sauve la face pour Obama, et aussi pour Bachar el-Assad, parce que ça donne le sentiment qu'on a réglé le problème, alors qu'en fait il reste entier, comme on le verra dans les mois et les années qui suivent.
les Russes, qui ont une stratégie de créneau, c'est-à-dire comment arriver à exister, à redonner à la Russie une certaine puissance diplomatique, alors que c'est un pays qui a le PIB, grosso modo, de l'Espagne, qui a un budget militaire inférieur à la France, qui a de grosses difficultés de projection de ses moyens militaires, qui a des moyens militaires qui restent relativement importants. Mais c'est vraiment pas une grande puissance, pas du tout. Une économie qui était fragilisée à l'époque par l'effondrement du prix du baril de pétrole. Et donc là, Poutine cherche des opportunités pour se refaire un peu de gras sur le mou des Américains. Et là, je reprends l'image d'une journaliste du Monde, Sylvie Kaufmann, qui dit « Le monde aujourd'hui est partagé entre les carnivores et les herbivores ». Les carnivores se régalent du fait que le plus carnivore d'entre eux, les États-Unis, se désengage et abandonne ses camarades de combat. C'est ce que les Américains ont fait en se désengageant de Syrie, en plantant les Français là. Barack Obama qui refuse de respecter sa parole et qui plante ses alliés français. Donc, nous sommes dans un monde de chambardement complet des relations internationales. C'est un paysage complètement fragmenté, avec un retour des puissances nationalistes. Il n'y a pas de désengagement américain, même pas au Moyen-Orient. Il faut quand même rappeler que Obama et Trump sont intervenus militairement de nombreuses fois au Moyen-Orient. Ce qu'il y a en revanche, c'est une succession de deux présidents, Obama puis Trump, qui disent « Moi, je ne veux pas commencer de guerre, je veux les terminer ». Et qui disent « Moi, je veux d'abord m'occuper de l'Amérique, et je ne pense pas que les États-Unis doivent être présents en permanence dès qu'il y a une crise dans le monde ». Les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Bon, c'est leur droit. Et après tout, ils n'ont pas toujours, et c'est un understatement, vous le comprenez, été un si bon gendarme du monde. On ne va pas pleurer là-dessus. Et de toute manière, c'est un fait. C'est comme ça. Mais quand on a été pendant si longtemps le gendarme du monde, qu'on est devenu, après la chute du mur de Berlin, la seule superpuissance militaire et économique, on ne peut pas se décharger du jour au lendemain de ses responsabilités sans contribuer un minimum à la réorganisation de l'ordre international, ou plutôt à la recréation d'un nouvel ordre international. Au moins une tentative de... Il est vrai que cette tendance à être moins concentré, être moins le bouclier, je dirais spontané, de l'Europe face aux menaces, c'est une tendance historique à mon avis, qui date d'Obama et qui s'est accélérée avec Trump, mais je ne pense pas que Joe Biden reviendra sur cette doctrine. Bien sûr, la France aimerait que tous les Européens raisonnent comme elle. Ce n'est pas le cas. Il y a une confiance en l'Amérique qui existe encore, notamment dans un pays comme la Pologne, qui est infiniment supérieure à celle que la France a dans ce que peut être le soutien américain. Est-ce que l'Europe devrait en tirer des leçons? La France le pense. Tous les Européens ne le pensent pas. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Le temps où la France propose est revenu et cette ambition doit être portée maintenant. C'est le bon moment. Cette année, en plein Brexit, Emmanuel Macron a voulu mettre l'accent sur la coopération européenne. Première troupe à défiler, l'initiative européenne d'intervention créée il y a 1 an. Cette force armée regroupe aussi bien des Français que des Danois, des Espagnols ou des Estoniens, 10 nationalités unies pour des missions conjointes. Un peu plus tard, la brigade franco-allemande, actuellement déployée au Mali, fait son entrée au milieu des corps traditionnels de la défense. La France tire comme leçon de l'épisode de 2013 que le récit qu'elle porte depuis 1958, à tort ou à raison, c'est que l'Amérique ne peut pas être éternellement l'allié sur lequel on s'appuie. Les États-Unis ne doivent pas être la puissance vers laquelle on se retourne en permanence pour régler les affaires du monde. Donc il y a une espèce de validation à travers l'épisode de 2013 de ce récit historique français qui est très fort dans l'ADN politique de notre pays et qui nous conduit à dire l'Amérique est un grand pays, c'est un grand allié, nous partageons beaucoup de valeurs et d'intérêts en commun, mais nous ne pouvons pas nous fier
à elle. Il y a beaucoup de leçons pour les Européens dans cette affaire, et c'est une question pour les Européens, mais il est vrai qu'il semble que l'Europe n'a pas l'unité et la force nécessaire d'être un acteur qui peut agir sans les États-Unis. On voit ça en 2013, quand Barack Obama décide de ne pas frapper. C'est la France qui doit suivre, même si c'est une décision prise à Washington. On doit être à la recherche de capacités européennes pour faire ce type de choses-là, sans les Américains. Il était logique de le faire avec les Américains s'ils le souhaitaient, mais sans les Américains s'ils ne souhaitent pas intervenir. 7 ans de guerre et l'horreur qui continue en Syrie avec ses lourds soupçons d'attaques chimiques à Douma dans le secteur de la Ghouta. Les hommes de Bachar el-Assad auraient attaqué, selon plusieurs ONG, les rebelles à l'aide de gaz toxiques, attaque condamnée par l'Union européenne, par la France, mais également par les États-Unis. J'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes de précision sur des cibles associées aux capacités du dictateur syrien Bachar al-Assad en matière d'armes chimiques. Une opération conjointe avec les forces armées de France et du Royaume-Uni. Une attaque massive a lieu en 2018 et que c'est là que les Français et les Américains vont déclencher la riposte. C'est trop tard, puisque la guerre a beaucoup évolué depuis 5 ans. On n'est plus du tout au moment où on peut dire que le régime vacille. C'est trop tard, parce que l'opération de 2013 qui était envisagée, comme ce n'était pas une intervention au sol, ce n'était pas une intervention massive, c'était une intervention qui avait aussi un caractère politique et qui avait pour but de déclencher une nouvelle dynamique diplomatique pour que le Conseil de sécurité se saisisse de cette question, qu'on puisse aborder les choses autrement. Mais à partir du moment où les conditions n'étaient plus réunies, que l'influence, notamment de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, s'était affaiblie, cette option s'éloignait de plus en plus. Évidemment, il est toujours difficile d'imaginer ce qui se serait passé s'il y avait eu cette intervention, hein. Peut-être la situation ne serait pas meilleure aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est très mauvaise et que les Occidentaux ont perdu beaucoup de terrain et beaucoup d'influence dans cette région depuis. Pour l'instant, en 2020, la diplomatie en Syrie est contrôlée par les Russes, les Iraniens, les Turcs, et les États-Unis et les Européens ne sont pas vraiment même à la table. Et malheureusement, Assad toujours au pouvoir et des perspectives pour la Syrie qui sont très négatives.